Bonjour, docteur Marc Arazi, je préside l'ONG Alert Foodgate. Je ne sais pas si Madame Deventer est toujours avec nous ou pas. Bon, parce que ma question s'adresse à elle. Dans sa présentation sur la sélection des études qui seront donc utilisées par l'Organisation mondiale de la santé, parmi les 3 critères, elle évoquait la question de la transparence. Bon, donc à ce propos, nous avons une véritable inquiétude sur un certain nombre d'études, et en particulier de grandes études internationales. Pour n'en citer qu'une, je vais citer l'étude Bobby Kids, qui a mobilisé 14 pays, une cinquantaine de scientifiques internationaux. Et on se rend compte que ce type d'études, aujourd'hui, dans ce type d'études, la grande majorité des experts ne déclarent pas leur conflit d'intérêts. Plus grave encore, quand on leur signale les conflits d'intérêts et qu'on le signale aux revues, puisque cette étude a fait l'objet de plus d'une trentaine d'articles dans la communauté scientifique, eh bien, les revues ne modifient pas non plus les conflits d'intérêts qui existent. Donc c'est un point, à mon avis, essentiel, parce que je voudrais savoir sur quels critères l'OMS va intégrer la question des conflits d'intérêts dans le choix final de son futur rapport. Merci. Je ne sais pas si Madame Van Deventer est encore parmi nous, connectée, si elle a entendu la question. Question, et c'est un sujet sur lequel on passe beaucoup de temps. C'est-à-dire de vérifier que les experts avec qui nous travaillons remplissent une déclaration de conflit d'intérêts que nous vérifions indépendamment. J'ai eu ma dernière diapo dans ma présentation était le fait que nous mettons en un groupe de travail d'experts, et ça nous a pris presque 1 an maintenant, disons 9 mois, pour vérifier les experts que nous avons sélectionnés. Donc c'est un énorme travail que nous faisons. Et à l'OMS, quand on regroupe des experts, avant de leur donner une invitation finale, on met leur nom et une petite biographie sur notre site internet pour plusieurs semaines, pour que justement le public puisse nous faire savoir s'ils ont des informations complémentaires par rapport à ces personnes. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Excusez-moi, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Ma question ne concernait pas les experts choisis pour travailler sur ce sujet, mais les études qui vont être prises en compte ou interprétées par les 10 experts. Parce qu'aujourd'hui, prenons l'exemple à nouveau de l'étude Moby Kids, c'est une étude internationale. On peut imaginer que bien évidemment, le CIRC et l'OMS se penchent dessus, puisqu'elle a pour vocation à regarder les enjeux sanitaires pour les jeunes enfants et les jeunes adultes. Et donc, à ce titre-là, prenons l'exemple de Moby Kids, on a le protocole a été réalisé, le protocole d'exposition des enfants a été réalisé par 18 experts, hein, la liste est connue, dont 14 étaient directement soit financés par la téléphonie mobile, soit étaient eux-mêmes, avaient des conflits d'intérêts et avaient été travaillés pour la téléphonie mobile. Donc, vous comprenez qu'à partir de là, et sachant qu'ils ont mobilisé plus de 30 articles dont on imagine que l'OMS va les regarder, ce point-là, en tous les cas pour notre ONG, sera regardé de très près parce qu'il en va de la crédibilité future du travail qui sera proposé. Donc, oui, bonne question. Merci
de réitérer la question. En fait, dans les revues systématiques qui sont faites en ce moment, dans les protocoles que vous pouvez voir, qui sont déjà publiés, il y a justement ce point par rapport au conflit d'intérêts dans les et le funding, comme on dit, le financement de ces études qui sont mentionnées dans le risk of bias dont on parle. Donc, je vous invite à regarder les protocoles qui sont tous publiés sur le journal Environment International. Et nous avons une special issue sur ce sujet. Merci. Docteur Arazi, Alert Phonegate. Docteur Arazi. Beaucoup de gens savent, mais Yes Global, qui donc porte ce projet, est une structure qui est directement... Merci d'être bref, Monsieur Arazi, s'il vous plaît. Je n'ai pas commencé à évoquer le sujet. Je veux simplement dire que Yes Global, aujourd'hui, est financé directement par l'industrie de la téléphonie via la fondation CaixaBank, qui est une des organisations et des composantes importantes de Yes Global. Voilà. Et je pense que c'était important de le signaler, d'autant que la Commission européenne finance quasi systématiquement ces études par Yes Global. You have a comment, Monica, about this? Avez-vous un commentaire à ce sujet, Monica? Avez-vous compris la question? Oui. Je comprends le français. Pardon, je suis un peu malade. Oui, la CAEXA, la fondation de la CAEXA, qui est une banque, finance 51% de ce fonds IS Global, qui est l'institution qui nous fait... qui permet à notre travail de fonctionner. Oui, je peux déclarer ce lien d'intérêt, c'est vrai, mais je n'ai pas de conflit. Je ne sais pas comment exprimer cela. Mes recherches ne sont pas influencées par la fondation CAEXA. Elles n'ont pas d'influence sur les recherches que nous menons. C'est tout à fait séparé. Nos recherches et le financement sont deux choses distinctes. Oui, il y avait une question. Oui, une question, une remarque à M. Blanchard aussi. Vous avez, dans votre présentation liminaire, fait état de deux articles ou deux études sur le DAS concernant, je crois, M. Joviard, hein, c'est bien ça, 2008-2011. Il aurait été peut-être utile de préciser que M. Viard, à cette époque-là, était le directeur d'Orange Labs, donc opérateur de téléphonie mobile. Donc la question que je pose, qui a réalisé le protocole d'exposition? Et petit complément, puisque je regardais rapidement la slide concernant l'étude Spoutnik, où j'étais quand même aussi assez surpris de retrouver une nouvelle fois M. Joviard. Voilà, donc je rappelle son appartenance jusqu'en 2015 à l'opérateur de téléphonie. Après, les études de M. Viard, voilà, je ne connais pas le contexte, mais servent uniquement d'argument pour justifier scientifiquement nos études sur les populations vulnérables. Donc, bon. Oui, moi, ma question ira, alors, Dr Arazi, Alert Phonegate, ma question ira à M. Schutz, dont j'ai écouté la présentation. Trois questions, remarques. La première, c'est que vous n'évoquez pas dans les éléments sur, vous dites qu'il n'y a pas d'évolution sur les gliomes. Il se trouve que nous, en France, on constate une évolution. Or, là, on a des chiffres précis, ceux de Santé publique France,
qui sont sortis il y a à peine 2 ans, et qui montrent qu'il y a eu une multiplication par 4 et plus dans toutes les classes d'âge des glioblastomes. Et pour faire simple, sur les 20 dernières années, ça représente 50 000 personnes. Hein. Par ailleurs, Santé publique France, dans son rapport, fait le lien de causalité possible avec les ondes des radiofréquences. Ça, c'est ma première remarque. Et donc, je pense que c'était important sur une réunion de l'OMS, et en particulier à Paris, en France, que les données d'une autre agence de santé publique, pas des moindres, soient présentes. La deuxième, c'est que vous présentez des études, et dans la façon dont celle sur le million de femmes en Angleterre, et vous les présentez comme si c'était définitif. Or, donc, M. Dréan l'expliquait là à l'instant, il se trouve que la science, c'est des positions, et des positions éventuellement inverses. Or, vous savez que vous avez été particulièrement critiqué sur cette étude et sur d'autres concernant vos prises de position sur ces sujets, et par des experts internationaux, pas tous les cités, mais le professeur Léonard Tardel, je pense qu'on peut l'évoquer, ou j'évoquais en aparté aussi le professeur Deborah Davis aux États-Unis, Linda Beerbohm, qui est l'ancienne patron de la recherche de santé américaine. Je pense que ce sont des gens qui sont en mesure de vous apporter une contradiction. Donc quand vous venez dire des choses, peut-être préciser qu'aujourd'hui, vos positions ne sont pas partagées par un certain nombre d'experts internationaux dans le monde. Et puis, dernier point, parce que vous avez compris qu'il n'y a pas de sujet si on ne comprend pas, surtout sur les enjeux industriels de santé publique, il n'y a pas de perception si on ne l'intègre pas dans le milieu industriel. Vous avez évoqué, et je m'en doutais, l'étude Moby Kids, hein, dont je parlais ce matin, et dont je rappelle, il faut vraiment le dire, et si le cirque intègre ces données, sans préciser que une grande majorité de ces experts sont en conflit d'intérêts, et en particulier ceux qui ont participé au protocole d'exposition, ça ne se passera pas sans, effectivement, que la société civile et les organisations vous rappellent à vos devoirs de mettre en évidence, avec la plus grande transparence, l'ensemble des conflits d'intérêts. Et j'ai pu constater depuis ce matin qu'on en manque absolument. Voilà. Merci. Okay, I hope I got everything. It was a long question, so probably even in English I would miss. Bon, c'était une question un peu longue, j'espère que j'ai tout compris. Première question, je crois, concernait le nombre de cas de tumeurs cérébrales dans la population. Il s'agit d'une observation que l'on fait pour tous les cancers. Le nombre de cancers est en augmentation, et la raison pour cela est en partie le vieillissement de la population. Donc quand on entend on a entendu qu'il y aurait 2 fois plus les taux de cancer allaient doubler dans les 20 ans à venir, c'est en partie pour ça. Je vous ai parlé des incidences dans les pays nordiques, qui sont des vraies incidences. Si on traduit ça en chiffres, il y a une augmentation en nombre. C'est pour ça qu'on n'utilise pas le taux d'incidence pour confirmer ou infirmer des conclusions liées au téléphone mobile. On les utilisait comme une vérification de cohérence entre la réalité de l'utilisation de mobile et l'incidence et le nombre de cancers. Et on voit que beaucoup de ces chiffres ne sont pas cohérents par rapport à la réalité. Ça, c'est tout ce que je peux dire, je pense, pour répondre à cette question. Deuxième question concerne le UK Million Women Studies. Notre rapport a été très transparent sur les limitations de cette étude. Cette étude ne concernait pas seulement les téléphones mobiles et le cancer du cerveau. En fait, il s'agissait d'une étude qui a été planifiée en 2003 à l'OMS, et nous avons mis très longtemps à mettre cette étude en œuvre, mais on a besoin de ces études très spécifiques concernant les utilisateurs de téléphones mobiles et
quand on essaie de trouver des informations concernant l'exposition, en posant les questions aux participants, mais aussi en étudiant les données de trafic des opérateurs, ce qui n'est pas facile parce que la plupart des gens ne veulent pas leurs données d'opérateurs parce que cela donne trop d'informations pour eux. Donc c'est pas évident, mais entre-temps, on doit quand même donner des preuves. Cela ne répond à toutes les questions, mais ça répond à certaines questions quand même, parce que personne ne dit qu'il s'agit d'une étude concluante et définitive, parce qu'on fait d'autres études en même temps. Mais on doit utiliser tous les indices, toutes les preuves qu'on a. Et le Women's Study était une source intéressante. Et puis, je crois que la troisième question concernant encore le financement, beaucoup de nos activités sont sponsorisées par ANSES. Une autre étude a été financée par le gouvernement allemand. L'étude Interphone venait de la Commission européenne. Et à l'époque, la Commission européenne a dit pourquoi est-ce que le contribuable devrait tout payer. Il y a des entreprises commerciales qui gagnent beaucoup d'argent là-dedans, donc ils devraient participer aux études. Et en fait, ensuite, on a décidé qu'il fallait passer par un partenaire neutre, l'Union internationale contre le cancer. Et donc, je trouve ça un peu décevant d'entendre parler tout le temps de financement qui serait malvenu parce qu'en fait, on travaille vraiment là-dessus. Alors, j'essaie pas de faire du greenwashing, entre guillemets, surtout ceux qui ont travaillé sur ces sujets, mais nous avons une grande responsabilité envers nos États membres. Et il est important aussi d'être un membre impartial des Nations Unies. Et donc, on fait vraiment un effort de se protéger des conflits d'intérêts. Du cirque a été nommé. Je suis la directrice du cirque de 2019. Moi, je signe tous les contrats pour tous les projets. Je les lis aussi les petits mots et je sais exactement quel est l'argent qui entre et qui sort de l'agence. Et je vous assure que nous ne recevons pas aucun argent, zéro, nada, d'aucune compagnie. Dès que je suis la directrice, ce n'est pas un débat, je suis en train de faire un statement, ce n'est pas un débat, je ne vais pas vous donner la parole. Moi, je les signe personnellement, je les lis et je sais ce que je signe. Et dès que je suis là, au cirque, il n'y a aucun argent industriel.